Bon, pour moi, c'est typiquement une campagne de communication qui a été montée par des agences ou des services, avec un premier événement, c'est le pseudo-brouillage de l'avion de Madame von der Leyen. Ensuite, les 19 drones qui s'abattent sur le sol polonais. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis ravi, chers amis de la chaîne, de vous retrouver pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, encore une actualité très dense et on a toujours besoin de spécialistes pour commenter cette actualité. Et c'est pour ça que je me tourne aujourd'hui vers Hervé Carès. Bonjour Hervé. Bonjour Régis. Alors, je vais vous présenter, vous avez un CV quand même assez long, mais ce qui est très intéressant chez vous, outre votre passé de militaire, c'est votre expertise. Vous êtes expert en prévention, maîtrise des risques, vous me dites hein, si je me trompe, hein, Je corrigerai. continuité d'activité, gestion et communication de crise. Donc vous êtes voilà, parfaitement, et pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vos prises de position sont souvent très intéressantes. Vous avez aussi une expérience terrain importante. Vous avez été sur l'attentat de 95 du RERB, le feu d'une raffinerie en Turquie, l'attentat de Charlie Hebdo aussi, et également en Nouvelle-Calédonie dans des opérations de sécurisation en 86, ça c'est plus ancien. Vous êtes également breveté de l'école de guerre, vous êtes breveté de l'école militaire interarmée en sciences de l'ingénieur, promotion 90, et vous êtes également breveté pour intervenir face aux risques chimiques et radiologiques en site industriel. Donc vous avez voilà, Bah, beaucoup de cordes à votre arc. En fait, j'ai eu plusieurs métiers dans ma carrière. Ouais, D'abord purement militaire dans l'infanterie. Ensuite, quand j'ai été officier, j'ai basculé à la brigade sans-propriété de Paris. d'accord. Après, je suis retourné en état-major dans les armées, notamment dans l'armée de terre. Et maintenant, j'exerce une activité privée de conseil en gestion et communication de crise. Et j'ai fait également, comme vous l'avez mentionné, une activité pour lutter contre les risques chimiques, bactériologiques et radiologiques, et notamment en matière de décontamination. Voilà, donc en fait, Hmm. comme je dis souvent, on peut parler à peu près bien de ce que l'on a plus ou moins bien pratiqué. Voilà, mais l'éventail est large. Alors c'est intéressant. Je vais vous demander d'abord, tout simplement là, en se levant ce matin, chacun a découvert que pour la première fois, un ex-président français est derrière les barreaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Une réaction? Alors, d'abord, en tant que citoyen, la justice est passée. Hmm. Après, on peut critiquer la décision de justice, mais la justice est passée. Ce que l'on peut noter par rapport à l'homme, je trouve qu'il a été très très adroit sur le plan de la communication. Et je pense que c'est un maître en matière de communication. Et qu'il a encore prouvé, ne serait-ce qu'à la sortie du jugement, hein, à la sortie des portes de la cour. Maintenant, évidemment, il y a des soutiens politiques qui s'expriment, hein, qui sont de son clan ou de sa famille politique. Il y a des débats qui ont lieu à propos de ce jugement. Ce qui peut être surprenant quand même, c'est en fait, un petit peu comme dans d'autres cas, c'est la décision d'exécution provisoire, hein, Beaucoup critiqué. qui peut être problématique à mon avis, hein. Et ensuite, même si c'est un citoyen comme les autres, dès qu'on a été président de la République, on n'est pas un citoyen comme les autres, hein. On a eu accès à de nombreux secrets et je pense que cette incarcération est une vraie difficulté pour l'administration pénitentiaire sur le plan opérationnel. C'est-à-dire qu'avoir un VIP de cet ordre, c'est du jamais vu presque. Ben oui, c'est Oui. tout à fait, c'est du jamais vu. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, il est très adroit en communication. Il va rebondir et Et il va oui, s'en servir. il va même s'en servir de levier, je pense. Mais c'est une épreuve pour un homme, vous pensez? La prison, ça reste. Oui, oui, c'est une épreuve, forcément. Même quand on L'enfermement, sachant que euh, on voit que sa libération pourrait intervenir à minima dans 2 mois. s'appelle. Donc ça fait quand même 2 mois d'emprisonnement pour quelqu'un qui a l'habitude quand même d'avoir une vie assez active et d'être très socialisé. Ça, sur le plan psychologique, ça sera difficile. Très bien. Alors commentons maintenant, je vais dire, l'information de la nuit. On va revenir, on va arriver maintenant sur la question de la guerre en Ukraine. Donald Trump nous révèle le Financial Times
aurait fait fortement pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte à minima de céder des terrains conquis aux Russes, voire de céder le Donbass à Poutine. La semaine dernière, le même Donald Trump promettait d'envoyer des Tomahawks aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il faut penser, selon vous, de cette tergiversation ? Bon, d'abord, je pense que les Américains, enfin l'administration actuelle, veut solder très rapidement ce conflit qui les bride dans leurs ambitions géopolitiques dans ce nouveau monde multipolaire. Et que pour cela, elle cherche à se désengager de la meilleure manière possible du conflit. Alors, sachant que sur le plan stratégique, les États-Unis ont déjà atteint leur objectif, qui était, sur un plan géopolitique, le découplage entre l'Europe et la Russie, sur le plan économique et surtout sur le plan énergétique. Donc, c'était quand même une victoire, c'est une victoire de l'administration passée. Et je pense que par différentes manœuvres qui sont propres à la personnalité du président Trump, cette victoire va se transformer en triomphe, puisqu'il est en train, d'une certaine manière, de transférer l'échec de cette guerre sur les Européens, qui en plus, de manière très très paradoxale, sont demandeurs. Ils se retrouvent d'une certaine manière dans une impasse stratégique, puisqu'ils n'ont jamais su définir une stratégie propre par rapport à ce conflit. Ils ont épousé celle des États-Unis, celle de l'ancienne administration, ils ont épousé celle de l'Ukraine, mais ils n'ont jamais défini leur stratégie propre face à ce conflit, une stratégie définie en fonction de leurs intérêts. Et puis, pour en revenir au dernier soubresaut, puisqu'avec le président Trump, eh bien, on peut dire on n'est jamais à l'abri d'un revirement. Puis l'actualité est toujours animée avec lui. Le premier élément qui a animé l'actualité, les médias et les réseaux sociaux, ça a été cette éventualité de livraison de Tomahawk, qui sur le plan technique et sur le plan stratégique était assez peu improbable. Sur le plan technique, Peu probable. Oui, assez peu improbable, oui. Oui. Peu probable. Oui. Peu probable. Oui. Et parce que sur le vecteur, oui, le vecteur, voilà. c'est avant tout des missiles quand même navals, vecteurs navals. Ensuite, sur le plan stratégique, ce sont quand même des armes duales et ce sont des armes stratégiques, quel que soit le type de tête qu'elles peuvent avoir, soit nucléaire, soit classique. Eh bien, c'est un vecteur stratégique. Et c'est un vecteur stratégique qui, de toute façon, ne pourra être opéré que par des techniciens américains, de toutes les manières. Donc, c'était problématique. Donc, est-ce que ça a été utilisé pour amener les Russes peut-être à aller vers une nouvelle conciliation ? Est-ce que ça a été un débat encore interne à cette nouvelle administration, l'administration Trump, entre les néoconservateurs et puis d'autres courants qui sont plutôt conservateurs nationalistes et plutôt favorables à un isolationnisme américain. Voilà. Donc, maintenant, il y a cette possible nouvelle rencontre entre les dirigeants russes et les dirigeants américains, possiblement à Budapest. Est-ce que ce qui a été assez rapide lors de la dernière rencontre en Alaska va peut-être conduire, si la rencontre se réalise, à des avancées probante sur une voie vers la paix, c'est tout ce que l'on peut espérer. Par rapport à Anchorage, on peut remarquer que le résultat a quand même été assez maigre, malgré les annonces, malgré toute cette réjouissance, le tapis rouge pour Poutine, qui voyage aux États-Unis, qui maintenant va voyager en Europe, malgré son mandat d'arrêt international qui le poursuit, sans être inquiété, encore une fois. Mais donc on a fait beaucoup de cadeaux à Poutine pour pas grand-chose en résultat concret, même si il faut quand même noter que les Russes sont particulièrement attachés et on peut citer par exemple Kirill Dmitriev qui est un peu le pro-américain de l'équipe Poutine, on va dire, qui semble vraiment sourcilleux à l'idée de garder Trump de son côté. Par exemple, on vient de ressusciter ce vieux projet de pont entre les USA et la Russie qui datait de l'ère Kennedy-Khrouchtchev. On sent que les Russes sont dans cette nouvelle alliance ont vu quelque chose qui n'arrive qu'une fois par siècle, quoi. C'est la comète de Halley, et que cette trajectoire-là de la relation russo-américaine, ils veulent la garder. Oui, alors c'est quand même une guerre que les Russes considèrent comme existentielle et les Ukrainiens aussi. Ce qui n'est pas le cas, même si les Européens s'agitent, des Européens et encore moins des États-Unis. Ouais. Donc c'est quand même ça, un fait qui est quand même assez marquant dans l'engagement des belligérants directs dans ce conflit.
Alors, il est clair que la base d'un accord possible tel que les Américains le voient, c'est l'échange de territoire. Il semblerait que lors du sommet d'Anchorage, les positions russes étaient un petit peu trop radicales et peu susceptibles d'être acceptées par les Ukrainiens pour qu'il y ait des développements suite à ce sommet. Même s'ils ont bien sûr parlé d'autres projets, notamment de projets économiques, hein, puisque l'administration américaine actuelle est très axée business. Alors, peut-être que les Russes sont prêts à être plus souples sur le périmètre des échanges de territoire tel qu'il avait été proposé à Anchorage. En tous les cas, les Ukrainiens n'étaient pas prêts non plus, il y a quelques mois, à ce principe d'échange de territoire. Pourquoi ? Parce que actuellement, les Ukrainiens et leurs alliés les plus proches, c'est-à-dire les États de l'Union européenne, cherchent à obtenir un front figé, hein, de manière à ce qu'il y ait une forme de ligne de démarcation entre la partie conquise par les Russes et la partie encore sous la responsabilité du gouvernement ukrainien, de manière à ce qu'il y ait une forme d'armistice sans qu'il y ait d'accord de paix, de reconnaissance des territoires conquis par la Russie, un peu sur un modèle à la coréenne. Ça, c'est, il me semble, l'objectif militaire et stratégique des Européens et des Ukrainiens. Donc figer le front et peu à peu conduire la Russie à s'épuiser militairement et dire, bon, okay, d'une certaine manière, accepter cette situation. Le problème, c'est que les Russes, en fait, ils veulent une situation claire sur le plan diplomatique et sur le plan géopolitique. Ils veulent un accord de paix avec une reconnaissance des territoires qu'ils auraient conquis ou annexés. Alors après, oui, il est clair qu'ils ont annexé des territoires qu'ils n'ont pas conquis pour l'instant. Et donc c'est là-dessus où je pense, lors du sommet d'Anchorage, les Russes ont été un petit peu drastiques dans leurs demandes, puisque il semble qu'ils aient demandé à ce que les Ukrainiens évacuent les territoires qu'ils n'avaient pas encore conquis. Donc ça me paraît quand même assez difficile. En tout cas à Donetsk. Oui, à Donetsk. Sur l'oblast de Donetsk. Puis même sur l'oblast de Kherson et de Zaporizhzhia. Donc c'était assez inacceptable pour les Ukrainiens, surtout après 3 ans de guerre et tous les efforts, les sacrifices qui ont été consentis par les Ukrainiens. Est-ce que les Russes sont prêts à évoluer sur ce concept des échanges de territoire en prenant une situation sur le plan stratégique de manière beaucoup plus globale, notamment sur le plan économique, hein, au-delà de l'aspect territorial. Alors évidemment, de part et d'autre, il y a des freins institutionnels, puisque la Russie a annexé les 4 oblasts, ce qui, sur le plan constitutionnel, en Russie, pose certains problèmes. Et de l'autre côté, en Ukraine, la constitution ukrainienne interdit de négocier directement avec les Russes. Donc je pense que de part et d'autre, sur le plan constitutionnel, si jamais il y a un accord, il va falloir qu'ils évoluent et qu'ils fassent œuvre de souplesse. De toutes les manières, lorsqu'on observe militairement la situation, alors moi je suis le premier quand même très étonné de voir la manière dont le front ukrainien tient. Malgré les déficits en ressources humaines, malgré les difficultés quand même, c'est une armée qui n'a pas du tout les moyens de l'armée russe, hein, et qui a été aidée de manière comptée, on va dire, par les Occidentaux, aussi bien par les États-Unis et par les pays de l'Union européenne. Donc c'est assez surprenant. Ça peut s'expliquer de différentes manières. D'abord, je pense que la stratégie des Ukrainiens sur le plan défensif, de reposer leurs forces essentiellement sur un mur de drones qui empêche de toute façon les Russes de développer des manœuvres importantes et de concentrer des forces, est opérante. Hein, et ça arrive à pallier le manque d'effectifs qu'ils ont. Ensuite, de l'autre côté russe, après les offensives coûteuses de février 2022 et jusqu'à mars 2022, et depuis la mobilisation partielle, les Russes font très attention à éviter d'avoir des pertes importantes, de manière à ce qu'il y ait toujours ce consentement populaire et l'assentiment de la population par rapport à cette guerre. Ce qui fait que les deux faisant, il y a une forme de neutralisation, je dis bien sur le plan opératif, des avancées. Mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une poussée constante des Russes. Et sur le plan tactique, on voit qu'ils avancent. Hein, et il y a des poussées parfois qui sont plus importantes, suivant l'état des défenses ukrainiennes ou de la ressource humaine ukrainienne.
En l'état, on voit que la ville de Kupiansk est quasiment conquise. La ville de Pokrovsk est en train d'être conquise. Je regardais hier soir qu'il y avait une poussée sur le Zaporizhzhia, sur la zone de départ de l'offensive ukrainienne, et qu'ils auraient justement ils auraient pris pied sur les bases de départ de l'offensive ukrainienne de l'été 2023. Donc, et même Kherson, si je puis me permettre, avec une première prise sur la rive occidentale du Dniepr, pas exactement dans la ville de Kherson, mais un petit peu décalée. En tout cas, il y a une présence russe là maintenant. Voilà, la grande question derrière, c'est quel est l'état des réserves russes en fait. Bon, le président Poutine dit qu'ils ont 700 000 hommes de mobilisés sur cette opération. Bon, il peut dire la vérité comme il peut bien mentir. Quel est l'état des réserves russes? Parce que c'est ça la vraie question, c'est que si jamais il y a une fêlure, une défaillance du front ukrainien, c'est dans quelle mesure ils sont capables d'enchaîner derrière pour développer une manœuvre opérative de longue portée comme celle qu'ils avaient réalisée en février 2022. Au nord de Pokrovsk, de manière très surprenante, ils ont eu une avancée assez flash sur 15 km, après qui s'est arrêté. Voilà, les Ukrainiens ont réussi à la contenir. Mais on est tout à fait dans ce type de problématique, sachant que, à mon avis, ils cherchent absolument à éviter des pertes importantes comme celles qu'ils ont eues en février 2022. Alors, autre question, on va rester un peu sur le front ukrainien. Vous avez effectivement fort justement noté l'usage très performatif des Ukrainiens, des drones en situation de défense, qui permet de pallier parfois au manque d'effectifs et à l'absence de réserve qui caractérise actuellement l'armée ukrainienne. La vraie question qui se pose quand même aujourd'hui, c'est si à ce sommet de Budapest, on entend Donald Trump expliquer qu'il voudrait figer le front. On entend une autre hypothèse comme quoi Poutine céderait des ambitions sur Zaporozhye et sur Kherson, également restituerait, soumis Kharkov, Volchansk, Volchansk est en nord de Kharkov, enfin toutes les emprises et également ce qu'ils ont conquis, ce qu'ils ont pris pied dans l'oblast de Dnipro. Est-ce que finalement ces poussées, ces promesses de conquête de villes ne contradisent pas l'idée d'arrêter la guerre? C'est-à-dire que si on fige le front, on a l'impression que du point de vue russe, les objectifs ne sont pas atteints et que Poutine, à chaque fois, de toute façon, essaye de repousser ces échéances. Comment arriver finalement à conjuguer le caractère impératif qu'ont les Américains à vouloir arrêter cette guerre et les objectifs russes qui sont finalement, il semble bien quand même, la conquête des zones administratives du Donbass, quoi. Le problème, c'est qu'en l'état, on a quand même deux belligérants directs qui, dans les faits, ne veulent pas réellement arrêter le conflit. Et l'Ukraine non plus. Et l'Ukraine non plus, je dis bien la Russie et l'Ukraine. Pour différentes raisons, des raisons politiques internes en Ukraine, puisqu'après 3 ans de sacrifices, je vois mal les forces ukrainiennes faire un bond commandé suite à un accord de plusieurs dizaines de kilomètres en arrière et laisser les Russes pénétrer comme ça sans combattre sur des oblasts. Surtout que ce sont des forteresses dont les installations datent de 2014. Bien sûr, et puis il faut imaginer que derrière, ça générerait d'énormes problèmes politiques internes en Ukraine. Puis c'est une vraie ligne de défense aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc ensuite, côté russe, il est clair qu'il y a évidemment cet objectif de conquête des oblasts qu'ils ont annexés. Et puis, il y a également... chez certains, des ambitions peut-être qui peuvent aller au-delà, des oblasts revendiqués. D'ailleurs, c'est la menace que d'une certaine manière les Russes agitent, notamment avec cette fameuse interview du général Gerasimov avec le plan derrière, le plan de l'Ukraine qui avait été sciemment mis derrière, de manière à montrer quels pourraient être les objectifs si jamais il y avait un effondrement des forces ukrainiennes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc il y a ce risque-là, et en tous les cas, il est clair que s'il y a au moins trois responsables politiques qui sont vraiment au courant de la réalité de la situation militaire, c'est bien sûr le président russe, le président ukrainien et également le président des États-Unis grâce aux moyens de renseignement qu'ils ont. Donc il faut arriver à distinguer des signaux faibles à partir des commentaires et des réactions de chacun.
Je pense que c'est évident que l'Ukraine est en très grande difficulté parce qu'il est très difficile pour un pays d'environ maintenant 30 millions d'habitants de faire face à un pays de 150 millions d'habitants qui en plus n'a pas encore mobilisé toutes ses forces pour faire face à ce défi géopolitique en Ukraine. Donc ça va être compliqué de trouver un terrain d'entente, mais l'administration Trump est quand même assez habile, je trouve, au-delà des frasques et puis des extravagances du président. Ils arrivent à jouer assez habilement de l'imprévisibilité du président, de manière à déstabiliser les potentats de chaque côté, que ce soit le président ukrainien ou le président russe. Puisqu'il est évident que pour ces deux protagonistes directs, cet intermédiaire est quand même très difficile à gérer et puis également à deviner. Alors, je fais un petit aparté. On a évoqué la question des drones. À l'occasion du sommet européen de Copenhague, on a assisté à une série d'incidents impliquant un pétrolier, d'autres des drones ayant pénétré l'espace aérien polonais, qui a été décrit par des médias tout à fait respectables comme faisant partie d'une campagne d'ingérence russe. Étonnamment d'ailleurs, depuis la fin de ce sommet, on n'entend plus parler de ces drones qu'on voyait un peu partout, y compris dans le ciel de Mourmelon, en Champagne et dans quelques autres endroits en France. Qu'est-ce que vous pensez de ces faits et à quoi ça sert? Pour moi, c'est typiquement une campagne de communication qui a été montée par des agences ou des services, avec un premier événement, c'est le pseudo-brouillage de l'avion de Madame von der Leyen. Ensuite, les 19 drones qui s'abattent sur le sol polonais, et on voit que les enquêtes ont du mal à déboucher, puisque je pense qu'elles arrivent à des conclusions qui vont bien sûr à l'opposé de ce qui avait été annoncé très très rapidement. Ensuite, il y a les avions russes qui mordent sur l'espace aérien estonien, sachant que cet espace aérien il est un petit peu fluctuant suivant que l'on y inclut ou pas certaines îles. In fine, ensuite, il y a les drones sur les aéroports du Danemark, essentiellement Copenhague, mais également en Norvège. Et cerise sur le gâteau, l'arraisonnement du pétrolier béninois soupçonné d'avoir participé à des envols de drones au-dessus du Danemark. Et puis, quelques événements également sur l'Allemagne, et puis maintenant, plus rien. Donc c'est typiquement une opération de communication qui a dû être montée en vue du sommet européen de Copenhague, de manière à amener une montée en tension travaillée entre les Européens et la Russie. Et puis maintenant, plus personne n'en parle. De toutes les manières, la Russie, c'est un acteur stratégique ultra rationnel. Donc ils n'ont pas intérêt à agiter un chiffon rouge devant les Européens, puisque leur intérêt, c'est de montrer au contraire aux Européens que le conflit en Ukraine ne les concerne qu'eux et l'Ukraine, et qu'il n'y a pas de velléité de venir menacer les pays européens ni les pays de l'OTAN qui se sentent un petit peu menacés, notamment les pays baltes. Donc ça, c'est un fait. Et ensuite, lorsqu'on s'intéresse à la stratégie des Russes, ils ont plutôt intérêt à saboter par des opérations clandestines les quelques moyens qui sont mobilisés par les Européens sur le plan de l'appui militaire à l'Ukraine. Et lorsqu'on s'intéresse aux quelques incendies qui ont eu lieu dans des installations du complexe militaro-industriel en Europe, que ce soit en Bulgarie, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, pour l'instant pas en France, on peut également s'interroger sur ces incendies. Mais là, il y aurait une logique stratégique derrière ces sabotages. Oui, mais qui contredit effectivement ce qui... Mais il y a quand même, enfin, dans cette histoire, les Russes ne sont pas non plus... on les connaît, ils sont capables aussi de faire des opérations de déstabilisation. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est contradictoire par rapport à ce qu'ils recherchent aujourd'hui, notamment vis-à-vis de Trump. Voilà, en fait, on prête aux Russes des actions qui sont grotesques. Voire ridicules, les punaises de lit, les têtes de cochon devant les mosquées, alors que les opérations qui posent question, à mon sens, ce sont tous ces incendies qui ont eu lieu. Il y a eu une usine d'armement en Allemagne. Exactement, il y a une dizaine d'événements qui sont très très notables, sauf en France. Et là, curieusement,
personne n'en parle dans la presse parce que je pense que ça soulève une problématique, c'est celle de la sécurisation des installations critiques du complexe militaro-industriel européen. Donc c'est gênant. Et parce qu'on a du mal à assurer d'une certaine manière la protection de ces installations et on préfère agiter des événements qui sont ridicules, voire grotesques. Ouais. Alors, le temps file. Je vais vous faire une question sur Budapest, une question double. Selon vous, ce sommet donc, entre Trump et Poutine, encore une fois, s'il a lieu, on nous annonce ça d'ici 15 jours, mais a-t-il des chances d'aboutir à la paix? Et si oui, quelles en seront les conséquences pour l'Europe? Alors d'abord, il est symptomatique que ce sommet ait lieu à Budapest dans un pays qui est considéré un petit peu comme le paria de ce Conseil européen, avec la personnalité très très particulière de Viktor Orban. Alors rappelons que Viktor Orban n'a rien d'un pro-russe, puisque c'est un ancien dissident, Oui. et que comparativement à la personnalité de Madame Kaja Kallas, qui est une fille d'apparatchik, Oui, et dont ils sont restés fidèles jusqu'au bout. voilà, Hein. et, Oui, et oui. dont- et dont le mari faisait encore il y a quelques mois, voire quelques années, des affaires avec la Russie. Oui. On est un petit peu sur des postures que lorsqu'on commence à fouiller et derrière les postures et les apparences, on peut être qu'étonné. Oui, je citais, Viktor Orban, pendant ses études, avait fait un mémoire de maîtrise sur Solidarnosc, en pleine période de la Hongrie communiste, quand même, faut le reconnaître. En fait, Viktor Orban se positionne comme ça parce qu'il défend les intérêts de son pays et qu'il estime que les intérêts de son pays passent par l'accès à l'énergie à bas prix russe et que pour l'instant, il n'a pas de solution de remplacement. Et il a un seul pipeline. Hein. Et il a un seul pipeline. Que les Ukrainiens ont d'ailleurs un peu abîmé. Voilà. Oui. Ce qui a posé quelques problèmes d'ailleurs de relations entre l'Ukraine. Oui, donc c'est une reconnaissance de ce positionnement souverainiste de Viktor Orban, parce qu'on est face à des acteurs qui réagissent de manière souverainiste. Les États-Unis, la Hongrie, la Russie et bien sûr l'Ukraine. Et c'est là où on peut s'interroger sur la crédibilité géopolitique de ce conglomérat que représente l'Union européenne, qui n'a pas de réalité géopolitique et qui n'est pas reconnu même au plan international, sur le plan, puisque la géopolitique internationale, c'est la géopolitique des États-nations, et qui n'est pas reconnue par les grands acteurs qui sont agissants en ce moment, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit tous ces pays-là. Donc c'est une victoire pour Orban et une défaite d'une certaine manière pour le reste des pays européens, et notamment la coalition des volontaires qui réunit environ 48 pays, mais qui essentiellement repose sur un triumvirat, c'est la Grande-Bretagne. Qui va se réunir vendredi. Oui, voilà, la Grande-Bretagne et la France, oui, qui va se réunir vendredi pour encore être dans le déclaratif et sans avoir vraiment d'avancée opérationnelle à proposer, que ce soit aux Ukrainiens ou même aux États-Unis, dans cette démarche souhaitable de chemin vers la paix. Dernière question, Hervé Carès. Nous arrivons à un stade où il apparaît presque impossible pour l'Ukraine de gagner cette guerre. Vous l'aviez décelé il y a longtemps, à une époque où émettre cette hypothèse valait exécution médiatique, mise à l'index, tout ce que nous avons subi nous aussi chez Omerta pour avoir exprimé des points de vue un peu dissidents ou différents tout simplement. On se rend compte que dans la presse américaine, notamment, c'est toujours un bon vecteur, enfin un bon thermomètre de regarder la presse anglo-saxonne en général. Une certaine rectification commence à avoir lieu. Est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu ici un jour? Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Il est clair qu'il faut toujours chercher à avoir un regard critique par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'il y a derrière une information, il y a toujours probablement une méta-information à aller chercher derrière l'information, et souvent toujours se méfier des informations certifiées qui arrivent très très rapidement, notamment sur les acteurs éventuels d'une opération ou d'une action. On l'a vu avec Nord Stream. C'était exemple. C'est un exemple, exemple, puisqu'il y a eu un livre qui a été écrit par une journaliste où elle accusait directement la Russie, alors que, comme je vous dis, la Russie est un acteur stratégique ultra rationnel. Ils n'avaient aucun intérêt à saboter Nord Stream, puisqu'il suffisait de fermer et d'ouvrir le robinet. Là, maintenant, on est sur un sujet, d'ailleurs, qui reste assez nébuleux, d'une certaine manière, puisqu'il y a les Ukrainiens qui seraient
soupçonné d'avoir réalisé le sabotage, et puis une autre théorie qui est celle de Seymour Hersh, Oui. impliquant les États-Unis et notamment la Norvège. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez, on est face à une situation qui est vraiment bougeante, évanescente sur certains spectres médiatiques, et avec une impossibilité des médias, notamment des grands médias 24/7, que ce soit ces grandes chaînes d'information 24/7, à se remettre en question, et ensuite, surtout, à débunker d'une certaine manière les infox qu'ils ont alimentés pendant une semaine. Le cas typique, c'est la campagne de communication sur les drones, qui a eu lieu pendant environ 1 à 2 semaines, avec de nombreux experts qui se sont exprimés, évidemment désignant de manière très très claire la Russie, sans aucune preuve. Et maintenant, on est passé à autre chose. Un nouveau sujet potentiellement qui pourra être agité pour, on va dire, entretenir une forme de tension entre la Russie et puis les États européens, de manière à mobiliser les citoyens et les inquiéter. En fait, on est dans une démarche de communication qui est très comparable à celle qui a eu lieu pendant le Covid, chercher à déclencher des mouvements de peur de manière à ce que... Et ça marche, les drones, ça marche. Mais bien sûr que ça marche, bien sûr que ça marche, comme ça a marché pendant le Covid, ça marche. Ce sont des systèmes de manipulation des opinions qui sont très très efficaces. Hervé Carrès, merci beaucoup pour votre éclairage sur ce conflit ukrainien. J'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver très bientôt sur Omerta. Il y a encore beaucoup à dire. Cette guerre n'est pas terminée et la situation encore est loin d'être stable. Donc merci de nous avoir fait l'honneur de venir chez Omerta. Quant à vous, j'espère que cet entretien vous a plu, que vous reviendrez toujours plus nombreux lors de la prochaine édition qui aura lieu dans quelques jours. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.